Bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de doctorat qui portent sur la sensibilité à l'évapotranspiration potentielle. Donc j'ai intitulé la présentation Évaluation de la sensibilité des projections hydrologiques au choix des formules d'évapotranspiration potentielle. Donc on se place dans un contexte de modélisation d'impact des changements climatiques sur les ressources en eau. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Donc nous on a choisi de s'appuyer sur un processus de modélisation des impacts des changements climatiques qui est le suivant. Donc on définit des scénarios, enfin le GIEC a défini des scénarios d'émissions qu'on utilise comme entrée à la modélisation climatique. On sert des sorties de la modélisation climatique comme entrée au modèle hydrologique ou à la phase de modélisation hydrologique de façon plus large. Et ensuite on va se servir des débits de sortie projetés futurs pour définir des outils de gestion et des stratégies d'adaptation. Alors comme nous on travaille en hydrologie, on s'intéresse particulièrement évidemment à la modélisation hydrologique. Donc on a différents types d'incertitudes en modélisation hydrologique. Ça a été évoqué un petit peu par Richard. C'est qu'on se retrouve avec des incertitudes donc, dans la modélisation hydrologique générale qui sont des incertitudes structurelles. Donc on peut notamment lister la description simplifiée, incomplète ou incorrecte des processus hydrologiques. Également, dans les modèles, on utilise des concepts ou des équations, donc on a des incertitudes structurelles qui sont liées à ça. Des incertitudes structurelles liées au choix des modèles et des fonctions, donc modèle hydrologique, formule d'évapotranspiration potentielle, module de fonte de la neige, etc. On a des incertitudes stochastiques sur les erreurs, donc qui sont les erreurs dans les données d'entrée, ou dans les données de contrôle au niveau des débits observés, par exemple, dont on se sert pour le calage. On a des incertitudes paramétriques que tu viens de lister, donc dans les méthodes d'optimisation, dans les méthodes de calage, selon la complexité des modèles hydrologiques et selon des questions d'équifinalité. Nous, on a choisi de s'intéresser, alors en tout cas dans cette présentation, je vais parler surtout des modèles hydrologiques, mais surtout des formulations d'évapotranspiration potentielle. En plus de ça, les incertitudes se rajoutent dans la modélisation hydrologique dans un contexte spécifique de changement climatique. C'est ce qu'on appelle la question, notamment la question de la transposabilité des paramètres dans le temps. C'est-à-dire quand on fait un calage de nos modèles hydrologiques, on cale sur des observations et on veut savoir si les paramètres qu'on a définis sont transposables dans le temps. Donc ça, je ne vais pas forcément le détailler aujourd'hui parce qu'on a déjà fait une publication là-dessus et j'ai préféré parler surtout des formulations d'ETP. Mais je vais lister quelques mots qui sont un petit peu les conclusions de notre publication préalable. Donc la question, là c'est les outils donc, de projection hydrologique qu'on a utilisés. Donc je vous parlais des scénarios, nous on a utilisé le scénario A2. On a utilisé les modèles climatiques globaux et régionaux canadiens, donc CGCM version 3 et CRCM version 4.2. On a utilisé 5 membres climatiques avec des grilles de 45 km. On utilise la période de référence 1970-2000 et la période future, l'horizon, ce qu'on appelle l'horizon 2050, donc de 2041 à 2070. On a utilisé 20 modèles hydrologiques globaux conceptuels. Alors, j'ai mis approche multimodèle parce que nous, on s'intéresse de près à l'Université Laval à l'approche multimodèle. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on fait en traitement de modélisation hydrologique, souvent s'intéresse à cette question multimodèle, que je vais détailler un petit peu après. Et donc, on travaille avec 24 formulations d'évapotranspiration potentielle, des formulations qui sont assez courantes. Donc les 20 modèles hydrologiques qu'on a sélectionnés, je ne vais pas tous les lister, c'est juste pour vous montrer un diagramme qui permet d'illustrer notre souhait d'avoir une certaine diversité dans les différents concepts de modèles hydrologiques. Donc ce sont des modèles hydrologiques globaux conceptuels qui ont des paramètres qui vont de 4 à 10, donc suivant la coloration, et on a essayé d'identifier pour chacun des modèles hydrologiques, savoir s'ils avaient des réservoirs de surface ou de la prise en compte d'interception, des réservoirs de sol, de sous-sol, etc. Donc on a voulu s'assurer une certaine diversité dans notre choix de modèle qui est souvent nécessaire pour faire du multimodèle mais aussi pour faire de l'intercomparaison d'outils. Les 24 formules d'ETP qu'on a choisi de retenir, on les a classées en trois familles principales. Donc les formules combinatoires, la plus connue étant certainement celle de Penman. Hop. C'est bon, je bouge plus. Donc la formulation de Penman, qui est la plus connue en combinatoire, on a retenu 8 formules basées sur la température et 10 formules basées sur le rayonnement. Donc voilà, des formulations assez diversifiées aussi, qui nous permettent d'avoir vraiment des types de formulations quand même assez différentes.
On a travaillé sur 2 bassins versants. Aujourd'hui, je vais vous présenter, juste pour des questions de temps, seulement les résultats sur le bassin de la rivière Haut-Saumon au Québec. On a travaillé aussi sur un bassin allemand dans la Bavière, en amont de Munich. Donc pour des contextes un petit peu différents aussi pour notre étude, des contextes géographiques, topographiques et climatiques qui sont un petit peu différents. Donc la problématique telle qu'on l'a identifiée, finalement, c'est qu'on veut faire des projections hydrologiques futures. Donc on veut produire un diagnostic de l'impact des changements climatiques, mais finalement, quelle est notre capacité à produire ce diagnostic? On a, dans un premier temps, cherché à valider l'utilisation de nos modèles hydrologiques dans ce contexte de changement climatique. Donc c'est ça que je ne vais pas trop détailler, juste un petit peu la question de la transposabilité. Et surtout, là, ce que je vais détailler, c'est qu'on a cherché à évaluer la sensibilité des projections au choix des outils, et notamment, ici, dans cette présentation, à la formule d'ETP. J'ai mis membres climatiques en parallèle puisqu'on sert la plupart du temps de l'incertitude ou de la sensibilité liée aux membres climatiques. Donc 5 versions, si vous voulez, du même modèle climatique. On s'en sert, nous, comme comparaison un petit peu pour comparer nos incertitudes ou notre sensibilité de nos formules d'ETP. On sert un petit peu des membres climatiques pour comparer, disons. Donc je vous parlais tout à l'heure de la validation de l'utilisation des modèles en contexte de changement climatique. Donc on avait fait ce travail qui est dans un article en fait, qu'on a publié avec François et puis avec Charles Perrin de l'IRSTEA, enfin du CEMAGREF à Paris, où on cherchait justement à évaluer la transposabilité des paramètres. Alors là, je vais juste vous mettre les conclusions un peu de ce qu'on a retenu pour pouvoir m'en servir derrière pour l'ETP. Donc on a appliqué des differential split sample tests, c'est-à-dire des tests de calage-validation en période très contrastée, c'est-à-dire qu'on fait un calage dans un contexte climatique précis et on valide dans un contexte climatique complètement différent, pour essayer d'anticiper quelle va être la possibilité d'utiliser nos modèles hydrologiques pour faire des projections hydrologiques. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé l'intérêt de chaque modèle individuellement, donc les modèles 1 au modèle 20, regarder leur intérêt, mais surtout ce qui nous intéresse, et ce qui nous intéresse surtout pour tester le TP derrière, c'est qu'on a regardé si on avait un intérêt à avoir un ensemble multimodèle. Alors quand je parle d'ensemble multimodèle, si vous voulez, on lance tous les modèles individuellement, le modèle 1 au modèle 20, donc on a 20 hydrogrammes, et en fait on fait la moyenne, parce que c'est la méthode qu'on a retenue nous, une méthode assez simple et robuste, de simplement faire la moyenne de nos hydrogrammes, on obtient un hydrogramme fictif, si vous voulez, un hydrogramme multimodèle. Donc on se sert de cet hydrogramme multimodèle après, par exemple pour faire nos projections ou pour tester nos formules de TP. Ce qu'on a vu sur cet article-là, c'est que le multimodèle a 20 membres pour nos 2 bassins versants, il faut toujours rapporter au bassin qu'on a testé. Ça offrait des meilleures performances et les meilleures transposabilités dans ces contextes de changement climatique. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir que finalement, utiliser ce multimodèle à 20 membres nous arrange pour tester nos formules de TP, puisqu'on a déjà des meilleures transposabilités qu'utiliser des modèles individuels. Et surtout, on pense que ça nous offre une certaine neutralité, puisqu'on sait qu'il y a certains modèles hydrologiques qui auraient peut-être un peu mieux fonctionné avec certaines formules de TP, alors que là, on s'affranchit de ce problème-là en s'offrant une plus grande neutralité, c'est-à-dire que vraiment la variabilité qu'on va avoir sur les due aux fonctions de TP sera vraiment liée au choix de la fonction de TP et non pas à l'interaction qu'il pourrait y avoir entre le modèle hydrologique et la fonction de TP. Donc je vous disais que nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir dans nos projections hydrologiques futures quelle est la sensibilité au choix de la formule de TP. Donc pour essayer de comprendre déjà l'incertitude liée à l'ETP ou au choix de la fonction de TP, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déjà commencé à regarder en conditions observées. Donc on a déjà commencé par regarder nos séries d'ETP. Donc avec les 24 formules d'ETP, pour l'instant on ne parle pas des débits, on parle que des séries. Donc avec les données météorologiques, on ne parle pas encore de climat. Ce qu'on a vu, c'est que les séries d'ETP étaient très dépendantes du choix de la formule et qu'il y avait une certaine différenciation qui se faisait par famille d'ETP. Donc là, je vous ai mis, c'est les ETP moyennes interannuelles sur le bassin de Haut-Saumon. Vous avez en bleu les formules combinatoires, en vert les formules basées sur la température et en rouge celles basées sur le rayonnement. Vous voyez que dans le choix de formules qu'on a choisi, dans le choix qu'on a fait des formules, on a quand même, si on prend par exemple le 1er juillet, juste pour comparaison, on est quand même entre 2 mm par jour d'ETP jusqu'à plus de 9 mm par jour. Donc là, on voit qu'on a une grosse diversité au niveau de l'ETP. Donc on s'est bien assuré d'une certaine diversité dans le choix de nos formules d'ETP, puisqu'on voit que sur un exemple simple, on a vraiment une grosse gamme de valeurs d'ETP. Ce qu'on a essayé de voir derrière, c'était de confirmer l'intérêt du multimodèle, et aussi de regarder en période de calage, voir si le choix de la formule de TP influence notre qualité de calage ou pas. Ce
qu'on a vu, c'est que, alors vous avez ici le Nash sur la racine des débits, donc on cherche à avoir la valeur la plus proche de 1, qui donne le meilleur calage. Alors le calage était fait avec la méthode du SCEUA, que tu viens de présenter. Et en fait là on a nos 24 formules de TP. J'ai remis les modèles individuels, c'est-à-dire dans chaque barre, vous avez les 20 modèles hydrologiques, les performances qu'on a pour les 20 modèles hydrologiques individuels. Et les points rouges, en fait, c'est le multimodèle. Donc en faisant la simple moyenne de nos 20 simulations, si vous voulez, avec ces différentes formules de TP et ces différents modèles hydrologiques, on voit que le multimodèle nous permet toujours d'avoir dans les meilleures performances. Donc on a bien confirmé l'intérêt de notre multimodèle. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certaines combinaisons de modèles hydrologiques et de formules de TP qui vont nous donner quand même des résultats qui sont très très variables. Alors que le multimodèle nous permet d'avoir une certaine stabilité si on veut, mais on a quand même des contrastes dus aux différentes formules de TP. Donc on continue bien d'utiliser notre multimodèle et on voit que sur le calage finalement on a des écarts mais qui ne sont pas non plus faramineux, quoi. Un petit peu quelques formules de TP où on voit que les performances baissent. On a regardé ensuite dans le détail, je ne vais pas le regarder ici là, dans la présentation, mais on a regardé dans le détail justement s'il y avait un lien entre ces performances et les formes de séries de TP ou les quantités de TP. Ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas forcément de lien automatique, on va dire, mais que pour les formules de TP qui avaient des grandes quantités de TP, c'est là où on avait une chute des performances. Donc il y a quand même un petit lien qui peut se faire, mais pas un lien très très net. Ce qu'on a regardé ensuite, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les incertitudes importantes du choix de TP sur les hydrogrammes. Et ce qu'on a vu surtout, c'est que même pour les périodes à ETP faibles, on a quand même une influence du choix de l'ETP. Alors ça, c'était un petit peu surprenant au départ, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir, vous avez ici les enveloppes, c'est-à-dire sur les conditions observées, vous avez les enveloppes, la sensibilité due à l'ETP, ici avec la différenciation par famille d'ETP. Et en fait, ce qu'on s'attendait à voir, c'était de voir sur les périodes estivales une différenciation suivant la formule de TP, puisqu'on sait que l'ETP est surtout active sur cette période estivale. Et en fait, on voit que même sur d'autres périodes et sur toute l'année, on a une variabilité due à l'ETP. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que cette variabilité est liée à l'adaptation des paramètres des modèles hydrologiques. C'est-à-dire que l'ETP n'a pas une influence au jour le jour sur l'hydrogramme, mais c'est plutôt une influence à long terme sur le calage des modèles hydrologiques qui va nous fournir derrière une sorte d'adaptation des paramètres qui va influencer la sensibilité à l'ETP sur toute l'année. Donc ça, pour nous, c'est un élément, puisqu'on sait que derrière, on risque d'avoir ce même cas quand on fait nos projections futures, et on pense avoir compris d'où vient en fait cette sensibilité à l'ETP. Donc on va voir après comment elle va se retranscrire dans le futur. Donc si on regarde nos projections hydrologiques, donc cette fois on utilise des données climatiques et plus des données météo. Ici vous avez le même principe, c'est-à-dire la sensibilité à l'ETP en enveloppe verte, en référence et en futur pour les 5 membres climatiques. Donc on retrouve encore ce fonctionnement, c'est-à-dire cette influence du choix de la formule de TP sur l'hydrogramme sur toute l'année. Que ce soit en référence ou en futur, un peu de la même façon. Donc après, évidemment, on peut comparer pour définir les changements climatiques, etc. Ça, je ne vais pas forcément le détailler là. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que suivant le membre climatique, on avait quand même des formes qui étaient différentes, à la fois en référence, mais également en futur. Donc ensuite, on s'est posé la question un peu dans un sens différent. On s'est mis dans le contexte finalement d'un gestionnaire de ressources en eau qui, lui, veut avoir des indicateurs hydrologiques assez simples pour voir comment le choix de l'ETP influence la projection, si vous voulez, entre la référence et le futur. Donc on a choisi un indicateur assez simple qui s'appelle l'OMF, c'est-à-dire le débit journalier moyen. Donc ça ressemble un petit peu au plan de Las Vegas, mais ce n'est pas le plan de Las Vegas, c'est vraiment le résultat d'OMF. Donc ici, vous voyez, vous avez pour référence et futur l'OMF sur toute l'année. Vous avez les différentes formules de TP avec leurs couleurs et les 5 barres à chaque fois en référence et en futur correspondent aux 5 membres climatiques. Donc on voit qu'on a quand même une certaine variabilité au niveau de cet indicateur hydrologique simple, puisque par exemple pour ce cas-là, on est quand même, suivant la formule de TP qu'on choisit, entre 1,9 mm par jour d'eau en moyenne sur l'année, enfin sur les 30 ans, la période de référence, jusqu'à 2,42 mm. Donc on a quand même une certaine variabilité qui reste à peu près identique, même si le positionnement est différent suivant le membre climatique. Et cette variabilité qui reste aussi un peu identique en futur, en conditions futures.
On a fait ce travail-là aussi en se restreignant sur des périodes entre avril et octobre. Donc là, on avait vu qu'on avait une augmentation de l'OMF, c'est-à-dire du débit journalier moyen annuel. Enfin, moyen journalier. Et là, on a une diminution de cet OMF-là. Par contre, les barres restent à peu près les mêmes. Donc, ce qu'on s'est posé comme question, c'est de savoir, OK, on voit bien que le choix de la formule d'ETP va influencer notre positionnement de l'OMF, du débit journalier. Merci. Mais finalement, est-ce qu'on peut s'affranchir quand même du choix de la formule en se disant je peux prendre n'importe laquelle et finalement, est-ce que l'évolution en futur est la même ou pas? C'est-à-dire qu'on voit que là, suivant la formule de TP qu'on choisit, on a un positionnement qui est différent, mais est-ce que l'évolution vers le futur change suivant la formule de TP? Donc ici, je vous ai mis l'OMF, comme on vient de le voir. Ici, l'OMF saisonnier, c'est-à-dire un peu plus à la période estivale, pour chaque membre climatique. Et vous avez le positionnement en référence pour tous les points qui sont pleins et les points qui sont vides. Vous avez la projection future. Et en fait, si justement, quelle que soit la formule de TP, on avait eu une évolution qui était toujours dans le même sens, on aurait eu des choses qui seraient totalement parallèles. Donc là, on voit que ce n'est pas le cas, et que le choix de la formule de TP influence à la fois la gamme d'OMF qu'on a, c'est-à-dire la gamme de débit journalier moyen qu'on a, mais également l'évolution future. Donc on ne peut pas prendre n'importe quelle formule de TP et se dire, OK, de toute façon, l'évolution future va être la même. On ne peut pas faire ça, et le choix de la formule de TP impacte donc notre capacité à faire un diagnostic. Et ce qu'on a vu rapidement aussi, c'est que le choix du membre climatique influence beaucoup le positionnement de ces différentes valeurs et l'évolution de ces différentes valeurs. Mais le choix de l'ETP est quand même important pour ça. Donc les conclusions, ce qu'on a vu, c'est que les choix de l'ETP modifiaient peu les performances de calage, sauf pour les cas un peu extrêmes, avec des ETP vraiment importantes. On a vu que les modèles hydrologiques adaptent les paramètres lors du calage et que cette adaptation influence fortement les simulations sur toute l'année. Là, j'en ai pas trop parlé dans la présentation, mais on a vu qu'il y avait un effet de l'usage des données climatiques à la place des données météorologiques, si vous voulez, et que ces écarts se répercutaient assez peu sur les séries de TP simulées, donc c'est pour ça que j'en ai pas trop parlé. On a vu qu'on avait une importante sensibilité à l'ETP et au choix du membre climatique sur les débits simulés, même sur des périodes avec peu de quantité d'ETP, toujours pour cette question d'adaptation. Bon, impact des changements climatiques marqués sur les deux bassins versants, ça je ne l'ai pas détaillé. Et surtout, ce qui nous intéresse, puisque c'est la réponse à notre question, c'est qu'on voit que notre capacité à faire un diagnostic de l'impact des changements climatiques sur la ressource en eau est fortement dépendante du choix de la formule de TP et également du membre climatique. Mais ce qui nous intéressait, c'était surtout de voir la formule de TP, et on voit que l'évolution, notre capacité à faire un diagnostic est fortement impactée par cette question, par cette formule de TP. Voilà, merci.